Donc le titre, vous l'avez vu, j'appuie sur le bouton vers le bas, et voilà. Donc, il était en 2100, ou vers 2100, la naissance d'un grand astronome longtemps, vers 100, après j'ai dit la naissance d'un grand astronome du monde grec vivant en Égypte, qui s'appelait Claude Ptolémée. Si on parle de Ptolémée, c'est qu'il a fait une œuvre importante en son temps, et que cette œuvre, elle a été copiée de grec en grec, traduite de grec en arabe, copiée d'arabe en arabe, avec des erreurs, avec des ajouts, avec des modifications. Ça a donné plein de questionnements, et cette renommée immense, cette exclusivité du système de Ptolémée a duré de l'ordre de 1450 ans, ce qui est énorme. Et donc, même si le système de Ptolémée est faux, ça me paraît la brique de base sur laquelle tout le reste s'est fait après en ce qui concerne le système solaire. Alors, dans la conception des prédécesseurs de Ptolémée, Ptolémée lui-même, le système, les planètes, la Terre était au centre, donc la Terre, elle était à part. Elle ne se Ptolémée et les gens de son temps ne considéraient pas que la Terre fût une planète, mais la Lune, parce qu'au sens grec, étymologiquement, planète, ça veut dire astréran. La Lune faisait partie du lot. Puis il y avait Mercure, puis Vénus, le Soleil était une planète, Mars, Jupiter et Saturne. Donc il y avait 7 planètes. Au XIVe siècle, eh bien, cette conception prévalait et on avait Dieu le Père qui représentait la voûte étoilée de façon figurée. Mais il y eut pendant longtemps une adhésion de l'Église, sous-entendue catholique, avec saint Thomas d'Aquin, avec tout un tas de conceptions sur le monde matériel, le monde physique, qui venait d'Aristote. Et ça n'a guère été mis en question dans le monde occidental, mais si l'on reste dans le monde oriental, tout un tas d'Arabes ou de Persans avaient critiqué le système de Ptolémée, qui était en effet critiquable. Mais aucun n'avait eu la créativité qui a été celle de Kepler. Je ne sais pas ce qu'il faut. Voilà. Alors, le contexte de pensée au XIVe siècle, avec Nicolas de Cuse, était une figure comme celle-ci, qui est une figure à la fois géométrique et théologique et métaphorique, donc complètement extérieure à notre mode de pensée actuel. L'univers est une sphère dont le centre est partout et la conférence nulle part, comme proposait Nicolas de Cuse. Dieu est au centre d'une sphère idéale dont le volume est occupé par l'Esprit Saint et dont la surface représente le Christ. Une flèche reliant le centre à la surface symbolise l'être humain dans sa nature corporelle, tandis que l'âme coïncide avec le plan identifié par la flèche qui décrit un tour le long d'un cercle centré sur Dieu. Donc nous sommes extrêmement loin dans cette époque du XIVe, XVe siècle de la séparation actuelle entre la physique et la théologie. Mais il faut se replacer dans un monde très différent du nôtre pour comprendre dans quel monde vivait Kepler. Alors, nous avons sauté des siècles et des siècles. Nous arrivons à Copernic, né en 1473, en Pologne, mort en 1543 en Pologne également, mais ayant étudié en Italie. Et sur son lit de mort, comme vous le savez, il a regardé les épreuves de son livre, le De Revolutionibus Orbium Celestiarum, dans lequel il a proposé son système, dans lequel le Soleil est au centre
et il y a, au-delà du Soleil, les planètes au sens moderne du terme, représentées là, et dans cette liste, la Lune est absente puisqu'elle n'est après tout qu'un satellite de la Terre. La proximité apparente sur le fond du ciel de Mercure et de Vénus avec le Soleil reçoit à l'évidence une explication simple. Leurs orbites centrées sur le Soleil ne permettent jamais à Mercure ni à Vénus d'être dans des directions qui s'éloignent beaucoup de celles du Soleil. Et ce système de Copernic, eh bien, il y a eu un savant de l'Antiquité qui s'appelait Aristarque de Samos qui en avait eu l'idée, mais aucune œuvre d'Aristarque de Samos n'a survécu. J'ai lu que Aristarque de Samos aurait été condamné pour impiété, mais quand j'avais parlé de ça avec Marie-France Serre, elle m'a dit « je ne suis pas d'accord », et la raison, c'est que probablement, il y a plusieurs astronomes qui ont parlé d'Aristarque de Samos après sa mort, dans des termes différents, mais rien de son œuvre écrite sous forme de texte grec ne nous est parvenu. C'est peut-être ça l'explication de ce désaccord. Donc Copernic a eu un prédécesseur, mais pas un prédécesseur, donc on a gardé la trace. Et d'ailleurs, petite parenthèse importante concernant les Grecs, avant Ptolémée, il y a eu Hipparque qui était un extraordinaire astronome, mais ce qu'on sait sur Hipparque pour la plus grande partie, on le sait à travers Ptolémée, qui a été très honnête vis-à-vis d'Hipparque. Alors, Johannes Kepler naît à Weiderstadt, aux environs de Stuttgart, à la fin du mois de décembre 1571, dans la maison qui est représentée sur la figure qui est là. Son grand-père était le maire de Weiderstadt, son grand-père paternel. Son autre grand-père était le maire d'une ville voisine qui s'appelait Leonberg, donc les grands-pères étaient des notables. Par contre, son père était un mercenaire, et dans la biographie que j'ai lue, son père est qualifié d'homme de débauché, probablement querelleur. En tout cas, un mercenaire qui est très souvent absent de la maison. Une de ses tantes a été condamnée comme sorcière, et sa mère devait être une femme difficile. Les parents ont eu 6 enfants. Sur ces 6 enfants, 3 sont morts en bas âge. Il y a eu... Johannes a eu une sœur qui a épousé un pasteur et qui était une brave femme sous le chapeau marital. Et l'autre frère était, paraît-il, antipathique vis-à-vis de Johannes. En tout cas, bien qu'il ait eu ses parents un petit peu excentriques, Johannes a eu 2 événements astronomiques qui l'ont marqué dans sa jeunesse. Le premier, c'est d'avoir regardé une comète avec sa mère à l'âge de 6 ans, et le second, c'est d'avoir vu une éclipse de lune avec son père à l'âge de 9 ans. Et dans la jeunesse, ces événements sont marquants. Mais à part ça, le père partait longtemps, il n'y avait plus de père à la maison, la mère est allée le rechercher, l'a ramené une fois, puis après le père est reparti, et il n'est jamais revenu. La vie était difficile pour le jeune Kepler, en ce sens qu'à l'époque où il aurait dû être en permanence à l'école, eh bien, il a été un petit peu à l'école, mais il a dû aller faire des travaux des champs, et au lieu de faire ce qu'on appellerait aujourd'hui les études primaires en 3 ans, il les a faites en 5 ans. Mais il était doué, il les a faites, et il les a réussi. Et ensuite, alors, il est allé au petit séminaire à Heidelberg, et ensuite, il est allé au séminaire supérieur à Maulbronn. Et l'image qui est là donne l'horaire d'une classe je crois que c'est du petit séminaire, où vous voyez que la journée est très très pleine, il n'y a pas tellement de temps que ça pour dormir. L'aube, petit déjeuner, dialectique, rhétorique, prière et catéchisme, déjeuner et chant choral. Et après, selon les jours, Virgile, astronomie, à midi, Cicéron,
musique arithmétique. Et je pense que le jeune Kepler a dû être marqué par tout ça parce que c'est un homme qui toute sa vie a recherché l'harmonie. Un mot pris dans le même sens que les gens qui s'intéressent à la musique. Kepler était épris de musique et il voulait relier les différentes catégories du savoir, pas un savoir découpé en rondelles avec des frontières hermétiques, mais des savoirs en harmonie les uns avec les autres. Et il était tout prêt à puiser dans son inspiration, dans ce que la musique ou la géométrie ou l'arithmétique pouvait lui inspirer à propos de l'astronomie et sans doute réciproquement. Déjeuner, grec, grammaire, lecture, Démosthène, vers dîner compli, pas de quoi batifoler. Mais c'était un enfant brillant et il a bien réussi. Alors, le contexte général, c'était le duché de Wurtemberg. Et cela, 42 ans après l'affichage des placards de ces thèses par Martin Luther à Wittenberg, dans une autre région d'Allemagne. Et le duc, dans le duché de Wurtemberg, le duc était passé au protestantisme, il était libéral, donc il acceptait que ses sujets fussent à leur choix catholiques ou protestants. Mais à dans la région de Weiderstadt, les gens étaient majoritairement protestants, il était de famille protestante, on l'envoyait dans des écoles qui étaient sur le modèle protestant que voulait Martin Luther, parce qu'après tout, pour soutenir la nouvelle foi, eh bien, il fallait des gens qui à la fois aient la formation au latin, au grec et à l'hébreu, et puis qui parlent la langue du peuple pour parler au peuple. Ça, c'était le but qu'assignait le duc avec souplesse en subventionnant la faculté. Et Johannes Kepler était dans une classe de 14 ou 15 élèves et à la fin de ses études, il a été le deuxième et les notes de ses professeurs étaient élogieuses. Mais il se disait, il n'avait pas très bonne opinion de lui-même, il se disait je ne suis pas bon, et puis il se plaignait de sa santé, j'ai des poux, j'ai de la gale, j'ai plein de malheurs divers. Enfin, psychologiquement, ça devait être un peu difficile pour lui. Alors, vous voyez qu'il y a des flèches avec des passerelles entre les différentes formules d'enseignement. Et le passage à l'université, ça c'était à Tübingen. Et l'école, la faculté s'appelait le Stift. Alors voici un portrait de Martin Luther par Cranach, bien connu. Et ce qui me semble fort intéressant pour se représenter un tout petit peu plus les choses dans ce temps bien lointain, puisque le monde politique de l'époque était radicalement différent de ce qu'il est aujourd'hui, c'est cette carte de l'Europe en 1640, donc 10 ans après la mort de Kepler. Il y avait le Saint-Empire romain germanique qui a existé jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et il y a l'adjectif germanique, donc pays de langue allemande, mais cet empire était fort étendu, vous voyez qu'il comprenait la Belgique actuelle, et sont marqués en rouge les lieux où Kepler lui-même a habité de façon significative pendant un certain temps. Alors il y a Weiderstadt où il est né, Tübingen où il est allé au séminaire, Graz où il a été professeur, Linz où il a été nettement plus tard, Prague où il a vécu la période la plus féconde de sa vie scientifique, et Sagan où il est mort. Alors l'époque de la jeunesse de Kepler, c'est aussi une époque où il y a eu une sorte de rencontre entre l'Église institutionnelle catholique, en l'occurrence, à Rome, et puis l'astronomie. Pourquoi? C'est que presque 1600 ans après l'adoption du calendrier julien pour
à l'époque de Jules César, ce calendrier julien qui avait introduit l'année bissextile, le passage d'une année de 365 jours à une année de 365 jours un quart, c'était bien à l'échelle de quelques décennies, mais après 1600 ans, ça ne suffisait pas. L'approximation de la durée de l'année tropique, l'année au sens astronomique du terme, par ces 365 jours, un quart était devenue insuffisante. Il y avait un retard par rapport à ce que les paysans pouvaient voir, la croissance des plantes, l'arrivée du printemps, des beaux jours, ou à l'inverse de l'automne. Et donc une réforme était utile depuis des décennies. Et avant qu'il y ait une décision papale, il y a une commission qui s'est intéressée à la question. Donc le monde institutionnel catholique s'est intéressé à cette réforme du calendrier, et le lendemain du 4 octobre 1582 fut le 15 octobre 1582. Mais a posteriori, puisque la réforme fut adoptée en 1584 dans les pays catholiques, mais seulement en 1700 dans les pays protestants de langue allemande. Donc dans l'Empire austro-allemand, ça devait être un petit peu compliqué, puisqu'il y avait des petits pays, dont chacun, enfin des petits duchés, marquisats, comtés, etc., où chacun avait sa religion et donc adoptait ou n'adoptait pas la réforme décidée à Rome. Au cours de ses études, Johannes Kepler a eu de chance inouïe, malgré plein de malheurs, et cette chance inouïe, ce fut d'avoir parmi ses maîtres d'astronomie l'une des 9 personnes, ça faisait vraiment pas beaucoup, qui avaient acquis, lu et compris le De Revolutionibus Orbium Celestiarum de Nicolas Copernic. Et cet homme-là s'appelait Michael Mesklin. Et Johannes Kepler a été certainement un très bon élève de Mesklin au séminaire de Tübingen, et ça a duré donc 5 ans, et en plus il a été en rapport personnel très bon, de telle sorte qu'après avoir quitté le séminaire, eh bien, il a continué à être en rapport avec Mesklin, et lorsqu'il s'est confronté à des calculs difficiles, à plusieurs reprises, il a appelé Mesklin au secours pour ses calculs, mais il a aussi demandé conseil à Mesklin sur un certain nombre d'autres questions, et Mesklin lui a répondu un certain nombre de fois, et puis des fois il lui a dit soit je n'ai pas le temps, soit tu es aussi bon que moi ou meilleur que moi et je ne suis pas capable de t'aider, va de l'avant tout seul. En tout cas, ce Michael Mesklin a joué un rôle absolument décisif, à la fois dans la formation et dans l'accompagnement de Johannes Kepler. Alors, un événement absolument décisif a eu lieu, qui ne peut, à mon sens, s'expliquer que par cette cohabitation dans l'ensemble du Saint-Empire romain germanique par une partie protestante, des parties protestantes, par des parties catholiques, et le fait que dans les parties catholiques, il y a eu l'actuelle Autriche. Alors, ce qui se passe dans une partie de l'actuelle Autriche qui s'appelle la Styrie, la région de Graz, eh bien, il y avait un duc ou archiduc qui était catholique, qui encourageait les jésuites à avoir de très bonnes écoles, et puis il y avait des protestants nobles qui voulaient que leurs enfants aient aussi de bonnes écoles. Donc, sans que ça soit écrit nulle part, il y avait une certaine situation de concurrence, sauf que peut-être les familles catholiques n'allaient quand même pas envoyer leurs enfants dans une école protestante, et réciproquement. Mais l'école protestante de Graz cherchait un professeur de mathématiques. Et très logiquement, elle s'est adressée à différentes institutions du niveau universitaire qui étaient susceptibles de leur procurer des professeurs. Et ces institutions, c'était par exemple les séminaires protestants. Il y en avait un à Tübingen,
on s'est adressé au séminaire de Tübingen. Kepler était le second derrière le fils d'un des théologiens en vue, Briens, et comme Kepler avait été jugé d'une intelligence exceptionnelle, disons, la direction du séminaire de Tübingen a envoyé un avis extrêmement favorable à l'appui de la proposition de Johannes Kepler. Et donc, du coup, Kepler a reçu une offre et il s'est dit, est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas? Alors, il avait une bonne raison de ne pas y aller, c'était de dire, moi, je voudrais être pasteur. Mais il s'était souvenu qu'il avait dit à un de ses camarades, tu ne vas pas être tout à fait casanier, rester chez toi et refuser d'accepter le changement et de voir du changement. Alors ici, il s'est dit, si j'ai donné ce conseil à un autre, je pourrais peut-être me l'appliquer à moi-même, et puis on verra bien, ensuite je reviendrai peut-être devenir pasteur dans la région de Stuttgart. Mais enfin, il accepte le poste, c'est le premier grand voyage de sa vie, et il part pour Graz. Et là, il a quelques élèves, mais pas beaucoup, et il n'est pas très heureux parce qu'il est moins bien payé que son prédécesseur, et puis il a l'impression que ses élèves s'ennuient. Et il se dit, mes cours doivent être ennuyeux, je dois être pénible, je ne suis pas un bon professeur. Donc il s'auto-dévalorise, mais ça c'est dans les notes personnelles qu'il prend. Car Kepler, contrairement à énormément de gens qui ont laissé un grand nom dans la science, est très particulier dans la mesure où il a écrit beaucoup plus qu'à peu près tous les autres savants d'à peu près tous les temps. Alors, dans ce beaucoup plus, il y a de l'essentiel et il y a de l'accessoire. Mais pour l'historien qui arrive 50, 100 ou 200 ans après, comme lui n'est plus là pour parler de sa vie, eh bien, il a laissé des tas de manuscrits qui permettent de comprendre le cheminement de sa pensée. Et avec des siècles de recul, ça n'est pas un détail, c'est très fondamental, parce que, je le répète, mais c'est tellement anormal pour des gens du XXIe siècle, pour lui, le savoir, la connaissance, c'est un tout, la théologie, les mathématiques, la rhétorique, le latin, tout ça, ça fait partie de la culture et il se refuse absolument à mettre des frontières étanches entre ces choses-là. Et en particulier, pour lui, entre l'astronomie et les mathématiques, il y a des passages incessants. Et alors qu'il est en train d'enseigner à Graz, au tableau, je ne sais pas si les tableaux étaient noirs, mais enfin, disons l'équivalent d'un tableau noir pour nos élèves maintenant, il a une idée, il se dit, il n'y a que 6 planètes. Qu'est-ce qui fait que les planètes ont des orbites qui s'étalent de telle et telle façon? Et là, il se dit, ah, il y a quelque chose de frappant, il y a 6 planètes, mais depuis Platon, l'humanité sait qu'en mathématiques, il existe 5, pas un de plus, pas un de moins, polyèdres réguliers. Alors un polyèdre, c'est un solide qui est limité par des faces planes. Un polyèdre régulier, c'est un polyèdre dont toutes les faces sont égales entre elles. Par exemple, le tétraèdre a 4 faces qui sont des triangles. L'octaèdre a 8 faces qui sont des triangles équilatéraux. L'icosaèdre a 20 faces qui sont aussi des triangles équilatéraux. Et puis il y en a 2 autres dont les faces ne sont pas des triangles. Le cube qui a 6 faces qui sont des carrés et le dodécaèdre qui a 12 faces qui sont des pentagones réguliers. Et il se dit, avec ça, dans l'harmonie divine, il y a un morceau de théologie qui revient, pas spécifiquement protestante d'ailleurs, du tout. S'il y a 5 polyèdres et s'il y a 6 planètes, alors en interposant les planètes en interposant les sphères inscrites et circonscrites à ces polyèdres réguliers, eh bien on aura un étagement parfait voulu par Dieu entre les orbites des planètes. Cette idée, pour un homme du XXIe siècle, elle est, vous passerez l'expression, un petit peu loufoque. Mais pour Kepler, elle était très centrale. Et elle lui paraissait, je vous en parle, tellement importante, qu'il a fait un dessin
Et puis il a écrit plusieurs fois des lettres à son archiduc pour lui suggérer de faire un modèle qui matérialise son idée. Ça n'était qu'une idée, mais il y croyait très très fortement, et c'est une idée qu'il a mise dans son premier ouvrage, le Mysterium Cosmographicum, où il présentait ses idées. Alors voilà une reproduction de ce modèle que j'ai tiré dans cet excellent livre. Les orbites des planètes sont sur des sphères inscrites ou circonscrites. Et elles sont sur des sphères puisque, à ce stade-là, il est encore tributaire de tout ce qu'il a appris grâce à Maestlin et venant à la fois de Ptolémée, dont il connaissait bien le système, et de Copernic. Et dans un cas comme dans l'autre, les orbites des planètes, c'était des cercles parcourus théoriquement à vitesse uniforme, mais avec ce que j'appellerais, dans mon vocabulaire à moi, des tricheries que Ptolémée avait inventées pour concilier des dogmes avec des faits qui, en fait, s'opposaient aux dogmes. Mais les dogmes du temps de l'Antiquité grecque et les dogmes admis par l'Église catholique et les protestants pareils à l'époque, c'était les mêmes. Les mentalités de l'époque n'acceptaient pas quelque chose qui fût imparfait dans la création, et un mouvement qui ne fût pas circulaire, uniforme, c'était choquant. Donc il fallait tricher. Le détail, ça demande d'autres figures, on y reviendra. Alors voici le portrait de Kepler jeune. Il a à ce moment-là entre 36 et 39 ans. Et dans cette période-là, le vent tourne, et de nouveau pour des raisons religieuses. Il est resté professeur à Graves, il est bien considéré comme professeur, lui pensait que ses cours étaient mauvais, mais il est bien vu, et il serait bien resté à Graves. Finalement, il n'a pas eu l'idée de dire « je démissionne et je retourne à Tübingen » pour devenir, par exemple, professeur au séminaire où il avait été élève ou pour accepter un poste de passeur. Bon, il n'y en a peut-être pas proposé, mais il n'y a pas pensé. Il était fait pour les mathématiques. Il était exceptionnellement bon en son temps en mathématiques et il a sans doute eu des satisfactions. Malheureusement, la vie en son temps était dure, très dure même, et il a dû défendre sa mère en justice pour des questions de sorcellerie. Il a une petite fille qui est morte d'une méningite, il a dû payer un impôt supplémentaire parce qu'il était protestant et pas catholique en terre catholique, enfin tout un tas d'enquiquinements comme ça. Mais les choses se sont un petit peu gâtées parce que l'archiduc, avec lequel il avait une très bonne relation personnelle, il était estimé en tant que mathématicien provincial de Styrie, à titre personnel, mais l'archiduc était un catholique fervent, il ne voulait plus de protestants dans sa province. Et du coup, les nobles du coin ont été obligés de fermer leur école, et donc Kepler a compris que son poste avait disparu. Mais entre-temps, il y avait eu un autre événement, il avait publié ce Mysterium Cosmographicum, et il avait eu l'idée excellente, il ne le savait pas, mais ça servait ses intérêts, sans qu'il ait cherché directement son intérêt, d'envoyer un exemplaire du Mysterium Cosmographicum à Tycho Brahe, lequel était un autre esprit brillant, mais compliqué, beaucoup plus riche que Kepler, certes, mais compliqué, très querelleur et même dictatorial, mais un génie de l'astronomie, quoi qu'il en soit. Et Tycho Brahe avait compris que Kepler était un esprit absolument exceptionnel, et il s'est dit, il faudra que je collabore avec lui. Et alors, là, il y a eu une rencontre involontaire, bien avant le téléphone portable et Internet, c'est que Tycho Brahe a écrit une lettre à Kepler pour l'inviter, mais Kepler, quelques semaines avant que la lettre lui arrive, a rencontré quelqu'un qui lui a dit « je pars pour Prague et je vais voir Tycho Brahe ». Et Kepler s'est dit « je saute sur l'occasion, j'accompagne ce monsieur parce que de toute façon, les affaires risquent de se gâter pour moi,
je verrai bien ce qui se passe, mais moi, je sais que mon avenir, il est auprès de Tycho Brahe. Donc chacun des deux voulait voir l'autre, mais il n'avait pas le téléphone, et dans la difficulté des communications du temps, la rencontre s'est quand même faite. Mais c'était une rencontre entre des caractères particulièrement trempés et particulièrement différents. Alors Tycho Brahe, de son côté, avait eu tout un tas d'élèves et d'assistants. Il s'était fait chasser de son île de Hven au Danemark par le nouveau roi de Danemark quelques années auparavant, peut-être 10 ans auparavant, et à partir de là, il était venu sur le continent européen et il avait été nommé mathématicien impérial, non pas provincial, le titre le plus élevé dans la spécialité des mathématiques et de l'astronomie. Et Tycho Brahe, parmi ses élèves, en avait un qui s'appelait Longomontanus. Et Longomontanus avait été expressément chargé par Tycho Brahe d'utiliser les observations extrêmement précises de la planète Mars faites par lui-même, Tycho, pour essayer de déterminer une orbite de Mars. Et Longomontanus s'y était essayé pendant au moins 2 ans et avait échoué. Je ne sais pas si Longomontanus a été aigri que sa place de calculateur d'orbite de Mars soit prise par un autre, mais en tout cas, c'est ce qu'a proposé Tycho Brahe à Kepler. Seulement, les rapports n'étaient pas simples. Parce que Tycho Brahe avait beau être un observateur exceptionnel, il avait aussi ses propres idées sur le système solaire. Alors, cramponnez-vous un instant, parce que là, il y a une petite subtilité qui mérite d'être bien captée, bien maîtrisée. Je vous ai parlé tout au début, d'une part, du système solaire tel que le concevait Ptolémée et la plupart des gens qui l'ont suivi pendant 1400 ans. Et puis, je vous ai parlé du système de Copernic, reprenant l'idée d'Aristarque de Samos. Eh bien, Tycho Brahe avait une troisième idée, qui ressemblait beaucoup à celle de Copernic, mais qui en différait par le statut de la Terre. Selon Tycho Brahe, la Terre est immobile, le Soleil tourne autour d'elle, mais toutes les autres planètes tournent autour du Soleil. Et avec les conceptions modernes de la géométrie, il est assez facile de se rendre compte que le système de Copernic et le système de Tycho Brahe sont quasiment équivalents. On peut décrire les mouvements relatifs de Mars par rapport à la Terre ou de la Terre par rapport à Mars en s'appuyant sur l'intermédiaire Soleil exactement de la même façon. Mais évidemment, ce qui change, c'est le statut de la Terre. Être au centre ou ne pas être au centre, ça, c'est très important. Et donc, Tycho Brahe a exigé de Kepler qu'il utilise ces données, à lui, Tycho, pour montrer que son système à lui, Tycho, était le bon, plutôt que celui de Copernic. Donc, Kepler savait qu'il était contraint, mais il était très fin sur le plan intellectuel et des raisonnements, peut-être plus que dans ses rapports interpersonnels avec les élèves, ça je n'y étais pas, comme vous vous en doutez, je n'en sais rien, mais il a été fin en ce sens qu'il s'est dit, oui, je vais faire ce que Tycho m'a demandé, mais moi j'ai une autre idée, c'est d'être ouvert à tout système pourvu que le système que je proposerai in fine théoriquement soit en conformité avec les observations de Tycho. Entre les observations de Tycho et les idées de Tycho, je donne la priorité absolue aux observations de Tycho. Et sur ce point-là, tous ceux qui ont regardé l'œuvre de Kepler sont d'accord, c'est un des éléments par lesquels Kepler a été un très grand novateur. Alors voilà le portrait de Barbara Müller von Müleck, sa première épouse, réalisé à la même époque. Et malheureusement, cette femme-là n'a pas vécu très longtemps. Ils ont eu quelques enfants, je ne me rappelle plus bien, mais ils n'ont pas vécu longtemps. Alors voici un portrait de Tycho, et le texte que vous voyez à l'écran donne une information essentielle que pas mal d'entre vous connaissez sans doute.
La première, c'est qu'il avait fait construire un observatoire absolument extraordinaire sur l'île que son premier roi lui avait donné et où il avait tellement maltraité son personnel. Notamment, il y a une anecdote, c'est qu'il a retenu contre leur gré des bateliers qu'il avait fait venir. Il avait un penchant, je dirais, esclavagiste, cet homme-là, tout en ayant été un astronome extraordinaire. Mais il s'était donné des meilleurs instruments, doté des meilleurs instruments de son temps, et il avait le souci de la qualité de la mesure. Et là, Kepler a parfaitement compris la situation. Il a compris que Tycho Brahe avait fait des mesures très précises. Il avait une conscience aiguë de cette précision de 2 minutes de degré. Ça n'est ni la seconde ou la dizaine de secondes, ni les 10 minutes. Et cette seconde partie de ma phrase n'est pas un détail, elle a joué un rôle critique, absolument décisif, dans l'œuvre de Kepler. Alors, là-dessus, Kepler, il observe, c'est plutôt un mathématicien, mais de temps en temps, il observe, grâce à la curiosité que ses parents ont déclenchée en lui, il observe une nouvelle étoile dont on sait maintenant que c'était une supernova dans une constellation qui s'appelait le Serpentaire à l'époque, et il publie son observation dans un livre, évidemment en latin, une langue qu'il parlait parfaitement après des années et des années de séminaire. Comme tous les lettrés, publiaient tout en latin, et l'auteur du livre sur Kepler dit qu'à cette époque, tout un tas de jeunes gens formés dans ces séminaires, certes ils parlaient l'allemand, mais comme par écrit, ils avaient été formés pour écrire très bien le latin, et que l'allemand avait été cantonné à l'oral, ils étaient restés maladroits dans ce que nous appellerions leur langue maternelle, l'allemand. C'était une langue sûrement vernaculaire. Alors, cette observation, elle joue un rôle dans l'évolution de la mentalité de Kepler et de quelques autres lettrés de son temps. C'est que, depuis Aristote, il y avait un dogme, donc pas un dogme de l'Église chrétienne, mais un dogme repris par l'Église chrétienne, pas tout à fait la même chose, de la division du monde en 2 parties, le monde infralunaire corruptible, où il y a la dégradation de tout, la matière vivante sur Terre qui se dégrade, avec la mort, etc., et le monde supralunaire de l'infini et de la perfection. Et là, ce qui se passe, ça concerne une étoile. Donc, par définition, c'est dans le monde supranouvelle. Il y a quelque chose qui bouge dans le monde supralunaire. Une preuve visible que le monde supralunaire n'est pas invariant. Ça met le dogme d'Aristote par terre. Alors, c'est une époque de bouillonnement des idées, où des tas de gens se mettent à lire les auteurs grecs, se reportent vers le passé et s'ouvrent finalement l'esprit et remettent en cause ces dogmes. Alors, le problème de l'orbite de Mars, Kepler a cru qu'il allait le résoudre, tenez-vous bien, en 1 semaine. Eh bien, les 1 semaine sont passées à 6 ans. Alors, vous, les jeunes élèves qui êtes là, si on vous dit, si votre professeur vous dit, vous remettrez votre devoir la semaine prochaine et que vous attendez d'être en classe de terminale pour remettre votre copie, on dira ça va pas, vous n'avez rien à faire en classe. Seulement, Kepler, il n'était pas en classe, il était le premier de toute l'histoire de l'humanité à aborder ce problème-là. Et ce problème était vraiment difficile. J'essaierai de vous montrer un tout petit peu pourquoi il était difficile. Mais toujours est-il qu'au bout des 6 ans, Kepler a cherché un éditeur, il fallait payer l'éditeur, et à ce moment-là, Kepler avait été nommé lui-même mathématicien impérial, à la place de Tycho Brahe qui était mort. Ils ont été ensemble, ils se sont vus, ils se sont disputés, ils se sont réconciliés. Mais enfin, quand Kepler est mort, intellectuellement, l'héritier de Tycho Brahe, c'était bien Kepler, mais matériellement parlant, Tycho Brahe avait une fille qui était mariée à un dénommé Tengnagel, et Tengnagel, lui, il était intéressé par l'argent, et il se disait, l'œuvre de mon beau-père, ça revient à ma femme, donc à moi, et s'il y a une publication basée sur les travaux de mon beau-père,
comme ça me revient, il faut que j'y sois associé. Seulement un livre ça coûte, et Tegnagel ne veut pas payer. Alors il y a un compromis qui est trouvé, Tegnagel ne paye pas un sou, mais donc Kepler, en tant qu'auteur, est seul. Vous voyez dans la partie droite, Johanne Keplero, donc c'est sur la page de frontispice, mais il y a une phrase au début, où le nom de Tegnagel apparaît, entre guillemets, par la petite porte. Alors, maintenant, nous rentrons un peu dans la partie scientifique, et ce sont vraiment des problèmes compliqués, qui expliquent que des esprits brillants comme Copernic s'y soient, entre guillemets, cassés les dents. Mais Copernic n'avait pas l'œuvre de Tycho Brahe. Tycho Brahe, historiquement, est venu après Copernic. Ptolémée, en son temps, avait imaginé que chaque planète décrit un cercle de centre C sur la figure. Mais, vu du point A de la figure, la planète a une vitesse angulaire constante. Donc l'honneur est sauf. Il y a bien un endroit où les choses sont à vitesse uniforme. Et la Terre est placée sur la lettre T, à droite. En bas. En bas à droite. Donc voilà, ça c'est la tricherie dont j'ai parlé pour essayer de concilier l'inconciliable des mouvements sur la voûte céleste qui sont quand même un petit peu passablement erratiques et ce dogme des mouvements à vitesse constante. Donc ça c'est le modèle de Ptolémée. Et ça c'est le modèle de Copernic. On a un soleil au centre, des planètes autour, mais en fait on a toutes les mêmes complications qu'avec Ptolémée, à savoir un cercle appelé déférent, un point sur un cercle déférent qui est le centre d'un cercle plus petit qu'on appelle l'épicycle, et sur cet épicycle, un vecteur qui part du centre, qui va jusqu'au bord et qui arrive au point qui sera la planète, et ce vecteur, il tourne à une vitesse différente. Et en ajustant les différentes vitesses, Ptolémée était arrivé à rendre compte à peu près des mouvements des planètes. Mais j'ai bien dit à peu près et je n'ai pas dit exactement. Donc, c'est beaucoup de calculs compliqués. Et représentez-vous la situation. Kepler vivait à une époque où les logarithmes étaient en train d'apparaître avec le Britannique John Napier. Mais les tables de logarithme et les tables de sinus et cosinus que les gens de ma génération ont connues avec Bouvard et Ratinet, avant que vous ayez toutes ces fonctions sur vos calculatrices de poche, elles n'existaient pas. Donc Kepler a dû faire à la main une quantité de calculs énorme, et comme il est un humain faillible comme chacun de nous, il a fait des erreurs de calcul et ça a augmenté encore le temps qu'il a dû mettre. Alors, voici un certain nombre de notations et symboles utilisés dans la théorie des mouvements planétaires. Ce point A, on l'appelle le point équant, et autour de ce point équant, la planète va à vitesse uniforme, de telle sorte que sur sa trajectoire, évidemment, elle a une vitesse variable, ce qui est nécessaire pour reproduire les observations. C, c'est le centre, S, le soleil, et alors il y a des angles qui reçoivent des noms différents. L'angle alpha en A porte le nom d'anomalie moyenne, et l'angle nu en S, le soleil, porte le nom d'anomalie vraie. P1 et P2, dans cette notation, sont respectivement le périhélie, le point de l'orbite où la planète est le plus près du soleil, et P2, la périhélie, pardon, et P1, l'aphélie, le point de l'orbite, qui est le plus loin du Soleil. Et dans ce modèle, il y a trois variables, dont l'une est l'orientation de l'axe P1-P2 par rapport alors aux directions des étoiles, et puis il y a le rapport du segment AC ou du segment CS, qui sont égaux dans ce modèle-là,
au rayon du cercle, et puis il y en a encore une troisième qui m'échappe pour l'instant. Il y a 3 variables. Et alors, avec Kepler, il y a une innovation. Kepler se dit, il y a le Soleil que nous connaissons bien, et puis un point qu'on appelle centre ou Soleil moyen, qui est un point fictif, et puis il y a les coins. Rien ne m'oblige à prendre le segment EC dans cette nouvelle figure égale au segment CS. Donc lui passe de 3 variables à 4 variables. Ah oui, et puis là évidemment, l'un des paramètres, c'est le relais. Alors, Kepler s'est dit, je vais essayer de trouver une orbite circulaire telle qu'elle rende compte de 4 oppositions de Mars. Opposition de Mars, ça veut dire qu'à un certain moment, la direction de la planète Mars est exactement à l'opposé du Soleil. Et donc, le fait qu'il faille faire intervenir le Soleil, puisqu'après tout, Mars et la Terre tournent autour du Soleil, est déjà pris en compte, mais on sait exactement que la Terre et Mars sont dans des directions opposées. Ça simplifie un certain nombre de problèmes. Et comme il s'agit d'avoir une orbite circulaire, eh bien, il parle d'un cercle, il met 4 points sur ce cercle, et puis à chaque point est associé une époque, et puis il y a des angles qu'il déduit des observations de Tycho Brahe, et il faut résoudre ce problème-là, mais Kepler a dans la tête le résoudre avec la précision des mesures de Tycho Brahe, les 2 minutes dont je vous ai parlé. Et ça n'est pas rien. Alors Kepler tâtonne, calcule, tâtonne, calcule, tâtonne, calcule, et il compare les orbites de Mars, il les dessine et il voit si la cohérence convient. Et puis à un moment, il se dit, ça marche. Seulement, il est prudent. Il avait à sa disposition 8 oppositions de Mars qui avaient été déterminées, observées par Tycho Brahe, et 2 oppositions de Mars observées par lui-même, 10 au total. Mais pour un calcul, on n'était pas encore à l'époque de Gauss à la fin du XVIIIe siècle avec les moindres carrés. Ça, c'était inconnu. Donc, s'il y a 4 inconnus, il faut 4 données, mais il n'en faut pas davantage, sinon il n'aurait pas été en mesure de le gérer. Donc, il choisit 4 oppositions de Mars, il fait un calcul, il voit ce qui se passe. Et il fait même plusieurs calculs, et chaque fois, il a des erreurs qui ne dépassent pas les 2 minutes. Et il pavoise en disant, mais c'est merveilleux, j'ai réussi. Mais après, il se dit, il faut que je vérifie avec tout un tas de combinaisons. Et il prend une combinaison de 4 oppositions, et là, il fait un calcul, il y a une erreur de 10 minutes, de 8 minutes. Et il dit, ça ne va pas du tout. 8 minutes, c'est beaucoup plus grand que la précision des observations de Tycho Brahe. Les observations de Tycho Brahe, je suis sûr de la précision, c'est que je n'ai toujours pas trouvé la bonne orbite. Et il se remet très hardiment au calcul. Et ça refait des années de travail. Et cet aspect de la personnalité de Kepler, c'est à la fois le signe d'une très grande modernité de pensée, l'adhésion aux observations, et le signe d'une extraordinaire persévérance étant donné la pesanteur de ses calculs. Donc il renonce à un mouvement uniforme, et à partir de là, il admet que l'orbite ne sera pas circulaire. Mais quelle forme aura-t-elle? Il ne le sait pas. Et alors il tâtonne, et au cours de cet tâtonnement, il a l'intuition, enfin il a un raisonnement un petit peu bancal, parce que pour faire un raisonnement précis, il faudrait le calcul différentiel et le calcul intégral qui n'ont été inventés que quelque chose comme 80 ans plus tard, mais sans calcul différentiel ni intégral, eh bien avec le petit raisonnement qui est là, vous me dites si c'est lisible, parce que si ça ne l'est pas, je vais vous le lire, c'est peut-être ce qu'il faut que je fasse. C'est un peu flou. C'est un peu flou, d'accord, je vous le lis. Calcul à l'origine de la deuxième loi. Kepler suppose que la vitesse de la Terre
rapport de la distance parcourue sur le temps mis pour la parcourir est constante dans chaque portion représentée sur le schéma de gauche et inversement proportionnelle au côté du quartier. Ainsi, la vitesse de la Terre entre le point A et le point B de la figure de gauche, V indice AB, est égal à longueur de AB que divise le temps de parcours de A à B. Et cette vitesse, il la juge avec son mode de pensée à lui, Newton n'est pas encore là avec le principe fondamental de la dynamique, il juge pense que c'est proportionnel à l'inverse de AS, c'est-à-dire la distance de la planète au Soleil. Derrière cette phrase-là, il y a une idée qui part du fait que Kepler est l'adepte pas simplement d'une géométrie, mais aussi d'une physique. Il parle de force, il dit le Soleil exerce une force qui attire la planète, il y a une force gravifique, et puis il pense qu'il y a une seconde force, parce qu'il dit pour que la planète se déplace dans un sens qui ne soit pas seulement vers le Soleil, il faut qu'il y ait une autre force qu'il appelle magnétique, parce qu'en Angleterre, en 1600, le physicien Gilbert a publié un traité de magnétisme. Donc l'idée est fausse, mais il a bien l'idée qu'il y a la combinaison de deux forces. La notion d'inertie, il ne connaît pas. Mais, coup de chance, ça le met sur une excellente voie. Alors, il appelle petit a le coefficient de proportionnalité, et maintenant, il fait un calcul approché, mais qui est une très bonne aide à son intuition, du temps mis pour aller du point A jusqu'au point N à l'autre extrémité, près du périhélie. Il dit le temps mis, c'est le temps mis pour aller de A à B, plus le temps mis pour aller de B à C, plus le temps mis pour aller de C à D, puis, etc., le temps pour aller de M à N. Et là, il remplace le temps par le rapport, pour chaque terme, par le rapport de la longueur du segment, par exemple AB, que divise la vitesse sur AB, et puis il le remultiplie par ce qu'il faut, et il a un temps total où il voit AB fois AS, plus BC fois BS, et chaque fois il y a le même terme au numérateur qui est cette constante petit a. Et finalement, il a le temps t depuis le point A jusqu'au point N, qui est un facteur constant, fois AB plus BC, etc. Et donc il dit, le temps nécessaire à la Terre pour parcourir une distance donnée est proportionnel à la somme des rayons vecteurs compris dans la portion d'orbite considérée. Et là, il va comprendre qu'en fait, ça revient à la loi des airs. Donc, c'est une démonstration au pifomètre, mais sans le calcul différentiel et le calcul intégral, c'est extraordinaire. Alors, il fait encore plein de tâtonnements, il pense à des ovales, il a bien pensé à l'ellipse, mais il a cru que ça ne marchait pas, puis il cherche une autre forme d'ovale, et puis il dit mon ovale, elle ressemble à l'ellipse, il fait une comparaison, puis il dit c'est bien une ellipse, et là il découvre ce qu'on a appelé après sa première loi, mais en fait, historiquement, qu'il a trouvé en second. Alors, qu'est-ce qu'une ellipse pour ceux qui ne le sauraient pas? Eh bien, c'est une courbe plane, construite à partir de deux points que Kepler a appelés foyers, les points F et F' de la figure, tels que un point M de l'ellipse est distant à une courte distance, la distance MF au point F, la distance MF' au point MF', et la somme de ces deux distances est une constante qui est deux fois le segment petit a dessiné horizontalement en bleu. Ça, c'est la définition de l'ellipse. L'ellipse, elle est connue depuis l'Antiquité grecque. Il y avait eu un savant grec qui s'appelait Apollonius, qui avait écrit un traité des coniques. Donc on savait beaucoup de choses sur les coniques à l'époque. Il n'a pas voulu que ce soit une courbe relativement simple du second degré. Il est tombé dessus en regardant la forme que ça avait. Mais pour ça, il lui a donc fallu énormément de tâtonnements.
Et quand il est passé, il avait déjà fait plein de calculs sur un modèle de trajectoire circulaire, il a tout recommencé à zéro sur des modèles de trajectoire non circulaire, évidemment parcourus à vitesse non uniforme, puisqu'on a la loi des airs. Alors voilà, l'ellipse de foyer f et f' de demi-grand axe petit a et de demi-petit axe petit b a pour excentricité E, et E, je reviens en arrière un instant, c'est le rapport. Alors si j'appelle O le centre de l'ellipse, le segment OF est désigné, a pour longueur longueur désignée par la lettre petit c, et l'excentricité, c'est le rapport petit c sur petit a. Et le rapport petit a, la grandeur petit a, va du point O jusqu'à l'extrémité du segment horizontal, de la demi-longueur de l'ellipse horizontalement. Alors, avec ce modèle-là, et les idées de Kepler, le Soleil serait en F ou en F'. Sauf que dans ce dessin-là, le foyer F est très près d'une des extrémités de l'ellipse, donc l'excentricité, là, elle est de l'ordre de 0,8 ou 0,9. Dans le cas qui nous intéresse avec la planète Mars, l'excentricité est de l'ordre de 0,09, environ un dixième. Donc, la figure qui est représentée là montre une ellipse très aplatie, très très éloignée d'un cercle. La réalité est moins forte, mais ça n'est pas par hasard que Kepler a travaillé sur Mars. Kepler a travaillé sur Mars parce que le Lontanus y était, ouvrez les guillemets, cassé les dents, et Longomontanus s'y est cassé les dents parce que l'excentricité de Mars, telle qu'on la comprend aujourd'hui, était plus grande que celle des autres planètes connues à l'époque, et que c'était pour elle que l'écart entre une trajectoire circulaire et une trajectoire elliptique était plus grand. Donc c'est normal que Mars ait été le cas difficile. Je laisse de côté Mercure, qui est une planète très proche du Soleil et un peu difficile à observer, parce que pour une raison que je ne connais pas, Tycho Brahe n'avait pas fait de mesure de Mercure. Probablement, il aurait pu craindre de se brûler les œufs, ou une autre raison, où il aurait été ébloui, parce que Mercure est toujours près du Soleil. Ça, je ne sais pas. Donc, je répète, une ellipse est définie comme l'ensemble des points d'un plan, tel que la somme des distances du point M au point F et au point F' est une constante dénommée 2A. Alors maintenant, dans la conception moderne, soit G, la position de la courante de la planète sur son ellipse, c'est l'orbite elliptique, on définit un cercle auxiliaire qui a le même centre O, qui a les mêmes, pour diamètre, le grand axe de l'ellipse, mais qui a évidemment un second diamètre perpendiculaire qui est de même longueur que le grand axe de l'ellipse, donc beaucoup plus grand que le petit axe de l'ellipse. Et sur ce grand cercle, en partant du point G, enfin en partant du grand axe horizontal, en prenant la perpendiculaire, on passe du point G au point G'. Et on définit un angle nu entre le segment Soleil périhélie et puis Soleil, position instantanée de la planète, ça donne le point E', G', donc. On a l'angle nu, et puis de haut, on a le rayon OG', et là, on définit un angle grand E que l'on appelle l'anomalie excentrique. Ce sont des termes qui remontent à Kepler et qui ont perduré jusqu'à notre jour, puisque la solution de Kepler, elle a tenu dans la durée. Alors, ça, c'est un dessin qui montre la mise en place, maintenant, de l'orbite d'une planète par rapport, autre que la Terre, par rapport à un référentiel. Nous sommes sur Terre, l'orbite a un plan qu'elle parcourt autour du Soleil, et il n'y a aucune raison que le plan de l'orbite que Mars décrit autour du Soleil coïncide avec le plan que la Terre décrit autour du Soleil, et Kepler avait fait une détermination de cet angle I appelé inclinaison, et cet angle vaut 1 degré 50 minutes, ça n'est pas négligeable.
Alors, sur ce dessin, la ligne qui est en partie tiretée et en partie continue N', on appelle la ligne des nœuds. C'est une direction qui matérialise l'intersection entre le plan orbital de la Terre autour du Soleil et le plan orbital, par exemple, de Mars autour du Soleil. Et dans ce plan pi orbital, eh bien, il y a le point P qui est le périastre concernant, par exemple, Mars. Et c'est à partir du périastre qu'on repère la position instantanée de la planète. Je viens de dire une bêtise, ça doit être A, mais pas l'angle en question. L'angle nu, c'est l'angle AOP. Et l'angle oméga donne la position du périastre. Donc, je viens de montrer la figure et maintenant les définitions. 6 éléments définissent l'orbite elliptique d'une planète. J'ai marqué entre parenthèses osculatrice à cause des complications dont nos devanciers ont pris conscience vraiment à partir de Newton, mais pas du tout du temps de Kepler. Donc c'est un anachronisme, l'adjectif osculatrice dans ce contexte-là. Pour un observateur terrestre, le demi-grand axe en unité astronomique, l'unité astronomique étant le demi-grand axe de l'orbite terrestre, l'excentricité, l'inclinaison du plan de l'orbite sur l'écliptique, la longitude du nœud ascendant, donc la direction du nœud ascendant par rapport au nord, l'argument du périastre petit oméga, et puis il y a quelque chose qui est l'ordre du temps, c'est l'instant du passage au périastre. Alors ça, ce sont des formules non linéaires et qui ne sont pas seulement algébriques, que Kepler n'a jamais écrite sous ces formes-là, mais qu'il a dû traiter à sa manière pour ses calculs par approximation successive. Et faire des calculs non linéaires, je le répète de façon pesante, quand on n'a pas des bonnes tables de sinus, de cosinus et de logarithme, c'est très dur. Donc, les 6 ans de Kepler, il n'a pas dû choisir. Et en particulier, après l'anomalie moyenne, eh bien, il y a le passage à l'anomalie excentrique qui passe par ce qu'on appelle la résolution d'une équation transcendante, qu'on appelle l'équation de Kepler, trouver E, solution de l'équation L égale E moins grand E moins petit e sinus de E. Grand E est l'inconnu, grand M et petit e sont connus. Apparente avec des rétrogradations des planètes dans leur mouvement apparent sur le fond de la voûte céleste, comme l'illustre cette figure. Et ça s'explique très bien en disant que quand la Terre et la planète Mars sont en gros dans la même direction par rapport au Soleil, et bien alors la Terre qui a une plus grande vitesse double la planète Mars, et de façon apparente, tout se passe comme si Mars se mettait à reculer, et puis Mars reprend après un mouvement dans le sens normal. Voici un portrait de Kepler exécuté après qu'il ait publié son traité de 1609, et ce portrait est un petit peu différent des autres, mais nous sommes assez fortunés pour que plusieurs portraits de Kepler soient parvenus jusqu'à nos jours. Alors, Kepler avait aussi envoyé son premier ouvrage à le Mysterium Cosmographicum à Galilée, et Galilée lui avait répondu en lui disant merci beaucoup, c'est très bien, lui envoyer un de ses ouvrages, et il avait écrit à Kepler envoyez-moi un second exemplaire, que Kepler lui a envoyé, et puis ensuite ils n'ont plus trop correspondu, mais quand Kepler a entendu parler des découvertes de Galilée, en particulier la découverte des 4 principaux satellites de la planète Jupiter, il a tout de suite dit ce sont des satellites de Jupiter. Lui en était convaincu immédiatement alors qu'il n'avait pas fait les observations. Il était convaincu du génie de Galilée, et puis pour lui la notion de planète-satellite ne posait pas de problème. Il avait évolué dans sa tête, dans sa physique à lui, beaucoup plus que tous ses contemporains. Et donc l'ouvrage, il écrit
un livre à la suite de la publication de... Donc ça c'est l'ouvrage de Galilée, mais lui, Kepler, va écrire une réponse là-dessus. Ioannis Kepleris Mathematici Caesarei, donc mathématicien impérial, dissertation avec le Nuntius Sidereus, Nuper ad mortales miso, Galileo, Mathematica Patavino de Pagny. Et ça, c'était publié à Florence. Je crois même que ça a été publié aussi en un autre endroit. Et tout ça, on l'a dit. Ce qui me paraît étonnant, c'est qu'avant Galilée, personne ne s'était posé la question de l'apparence variable de Vénus, de la taille très variable de Vénus, qui aurait dû appuyer le système de Copernic. Je n'ai pas la réponse à cette question, peut-être par naïveté, peut-être parce que je ne suis pas tombé sur les bonnes sources, mais ce qui est sûr, c'est que Kepler, lui, a très bien compris les choses, et vers la fin de sa vie, eh bien, à partir de ces découvertes, il a publié des tables, et ces tables ont été d'une importance décisive pour la suite des événements, parce que ces tables donnaient des positions précises des planètes, et avec ces positions précises des planètes, il devenait évident qu'il y allait avoir des passages de la planète Mercure d'une part, de la planète Vénus d'autre part devant le Soleil, et ces événements ont été prédits alors de façon quasiment exacte par Kepler en ce qui concerne Mercure qui est passé en 1631, et Pierre Gassendi de Digne a été le premier de toute l'humanité à voir un passage de Mercure devant le Soleil. En ce qui concerne Vénus, Kepler avait prédit un passage pour l'année 1639. Je précise dès maintenant que Kepler est mort en 1630, donc il n'a vu ni l'un ni l'autre. Il avait fait quelques erreurs sur les passages de Vénus, mais ces erreurs étaient petites, c'était quelques heures, et c'est un très jeune homme de 20 ou 21 ans qui s'appelait James Horrocks, près de Manchester, qui a été le premier humain à voir un passage de Vénus devant le Soleil, ainsi qu'un dénommé Crabtree. Et puis, je rappellerai l'importance de la chose. Il y a eu un très très bel article dans la revue L'Astronomie il y a quelques années, en 2005 bien sûr, la traduction par Michel Tout-le-Monde de l'article originel de Edmund Halley sur une méthode de détermination des distances dans le système solaire à l'aide des passages de Vénus. Eh bien, tout ça, ça remonte à Kepler. Donc, depuis la Terre, on observe toutes les phases de Vénus, de l'extinction à l'illumination totale. Alors, voilà, ça c'est la page de titre du livre dans lequel Kepler a réagi aux découvertes des 4 satellites de Jupiter et l'a fait imprimer donc à Francfort et réimprimer à Florence, puisque c'était là que se trouvait Galilée. Voilà un autre portrait de Kepler conservé en France. Et encore un autre conservé à Munich. Donc vous voyez que les portraits deux à deux ne se ressemblent pas énormément. Et voici une image qui représente le frontispice, donc la belle illustration, on pourrait dire la page de garde, de ces tables Rodolphine que Kepler a publiées de nombreuses années après. Car entre-temps, Kepler, qui avait publié ses 2 lois en 1609, a eu beaucoup de peine, a fait beaucoup d'essais pour trouver ce qu'il a cherché pendant des années et des années, c'est-à-dire un lien entre les grands axes ou demi-grands axes d'une part et les périodes de révolution. Il a essayé plein de choses. Et c'est seulement vers 1618 qu'il a trouvé une formule qui lui paraissait bonne. Et là, il s'est dit, ça y est, je la publie. Et après, il s'est mis à préparer ces tables permettant d'avoir les positions des planètes. Il n'y aurait plus qu'à lire ces tables pour dire à telle date, telle planète se trouvera à ce qu'on appellerait aujourd'hui telle ascension droite et telle déclinaison. Maintenant, je vous montre 2 images qui me paraissent belles, mais qui montrent que les esprits
même une cinquantaine d'années, une trentaine d'années après la mort de Kepler, n'avait évolué qu'en partie. Un auteur avait écrit évidemment en latin un bel ouvrage luxueux, Harmonie microcosmique, Andreas Cennarius. Eh bien, il avait fait deux gravures qui se ressemblent en apparence, l'une pour montrer le système de Ptolémée, la voici, et l'autre pour montrer le système de Copernic. Et ce que ça prouve, c'est que Kepler était vraiment en avance sur les gens de son temps, ou plus exactement, après ses morts, les gens ont mis beaucoup de temps à reconnaître la valeur des écrits de Kepler. Mais comme cela s'était passé pour Copernic, dans les premières décennies, il n'y a pas eu tellement de gens qui ont compris la valeur du travail de Kepler, et c'est d'autant plus extraordinaire que ce jeune Horrocks, à peine âgé de 20 ou 21 ans, se soit approprié les calculs de Kepler, les tables de Rudolphine de Kepler, les exploiter pour dire il va y avoir un passage de Vénus, je vais l'observer, il l'a observé, et ce même Horrocks est mort, lui, 1 ou 2 ans après son observation. Donc voilà, Kepler laisse une œuvre immense, mais pour apprécier cette œuvre immense, il faut sauter dans le temps, arriver jusqu'à Newton, Isaac Newton en 1687, qui, sur les instances de Edmund Halley, au lieu de garder ses réflexions secrètes, a été vivement incité à les publier, et les a publiées en latin, les Principia Mathematica Philosophiae Naturalis, et en France. Il a fallu attendre Émilie du Châtelet, Émilie Breteuil, marquise du Châtelet, l'égérie de Voltaire, pour que une traduction française des Principia de Newton soit publiée. Il a fallu aussi un appui considérable dans le monde littéraire de Voltaire aux idées de Newton. Il a fallu l'envoi de Maupertuis dans le Grand Nord, et puis quelqu'un dont le nom m'échappe un instant, vers Cayenne, pour voir si un arc de méridien était plus grand ou plus petit vers le nord et vers l'équateur, parce que l'une des conséquences de la théorie de Newton, c'était l'aplantissement au pôle, alors que des académiciens en France pensaient le contraire. Mais entre la découverte des deux premières lois de Kepler et puis leur réception pleine et entière en France, il s'est largement écoulé plus de 100 ans. Donc voilà, la vitesse de la propagation des idées scientifiques, elle a changé, elle s'est très sérieusement raccourcie. Kepler avait une grande avance sur les gens de son temps, avec son caractère absolument exceptionnel et son intelligence mathématique exceptionnelle et sa persévérance exceptionnelle. Donc je dis à titre personnel, à travers 4 siècles, je suis d'une admiration sans borne pour cet homme qui a marqué une rupture dans l'astronomie. Il a été précurseur dans l'astronomie, la description des lois, mais il a aussi été précurseur dans sa pensée sur les liens physiques entre les astres, qui l'ont guidé dans sa démarche, qui l'ont amené à garder certaines hypothèses et en exclure d'autres. Et il y a toujours des choix à faire, il a eu beaucoup de choix à faire dans une épouvantable complexité dont d'autres ne se seraient pas sortis. Voilà, je vous ai tenu longtemps en haleine sur un homme extraordinaire. Je vous remercie de votre aimable attention. Bravo. Et je suis à votre disposition si jamais il y avait une question et si ça a pu.